Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque semaine, focus sur les différentes initiatives éco-citoyennes pour préserver notre environnement. Et ce soir, on vous propose d'en savoir un petit peu plus sur la faune sauvage de notre région avec le groupe ornithologique et naturaliste du nord de la France. Quels sont ses objectifs? Comment protéger davantage la biodiversité? On en parle avec son directeur, Rudy Pisciuta, directeur donc du GON. On le prononce comme ça pour raccourcir, du GON. Oui, et avec nous en plateau, Nour Ouladi pour son bon plan écolo à la fin de ce magazine. Bonsoir Nour. Bonsoir. On parlera de upcycling, c'est bien ça? Tout à fait, avec une petite voix, mais on en parlera quand même. Ah oui, un petit peu éraillée cette voix. À tout de suite. Alors quand on parle faune sauvage chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des spécificités particulières liées justement à notre climat ou à notre position géographique? Oui, tout à fait. Le Nord-Pas-de-Calais se trouve évidemment au nord de la France. On se retrouve au carrefour de différentes influences climatiques, avec le climat océanique pour la façade ouest, et puis du climat semi-continental, avec des hivers un peu plus frais, un peu plus froids, qui se trouvent dans les marges de l'Avesnois. Et puis on a des caractéristiques de sol qui sont différentes, qui permettent l'expression d'une flore différente, donc des habitats différents, et tout ça permet à une faune particulière de s'installer. Laquelle par exemple? On va pas on a par exemple sur les plateaux de l'Artois, avec des sols calcaires très secs, on a une espèce qui s'appelle le Dicneum criard, qui est présent uniquement dans cette partie-là. Et puis dans l'Avesnois, avec ce climat plus froid, on a une espèce qui s'appelle le grimpero des bois, qu'on ne trouve qu'à cet endroit dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous, l'une de vos missions au sein de votre association, c'est de les protéger, ces espèces. C'est ça. Concrètement, comment vous faites? Alors, c'est pas toujours simple, évidemment. Nos missions consistent à étudier, valoriser et protéger la faune sauvage. Et tout ça dans ce même sens. Il faut bien connaître pour pouvoir protéger. Il faut informer, communiquer, sensibiliser. Dans les actions de protection, on a des choses qui sont très concrètes. On installe des nichoirs, par exemple, cas très classique. Mais on intervient aussi dans la réalisation de documents qui servent à la protection des espèces. Par exemple, les listes rouges, qui permettent de hiérarchiser les espèces en fonction des menaces qui pèsent sur elles. Alors, justement, vous en avez fait ces listes rouges-là sur une période récente, là, récemment? Oui, on a la dernière en date concernée. C'est la période 2009-2015, puisqu'une liste rouge doit être faite de manière régulière. Les prochaines vont paraître cette année. On va avoir les mammifères, les oiseaux nicheurs et normalement les mollusques. Et ces listes rouges seront réalisées avec Picardie Nature, qui est notre homologue sur le territoire picard. Comment on l'explique, du coup, liste rouge, et est-ce que ça évolue de décennie en décennie? Oui, tout à fait. En fait, on étudie les tailles de population, on regarde quelle est l'évolution de ces populations. Est-ce qu'il y a des restrictions d'air, c'est-à-dire est-ce que la répartition des espèces est constante ou pas? Et puis on regarde quelles sont les pressions humaines qui sont susceptibles d'apparaître à court, moyenne ou longue échéance et qui risquent d'avoir des impacts sur ces populations. Ça permet en fait de savoir, quand on regarde la liste des espèces protégées, de hiérarchiser les actions et de se dire ok, ces espèces-là... Ça vous guide en fait. C'est ça, ces espèces-là, elles sont prioritaires. Par exemple, là, on sait que dans notre région, une des actions prioritaires va concerner la faune liée aux zones humides et aux milieux agricoles. Pourquoi? Parce qu'en fait, les zones humides, parce qu'elles régressent beaucoup, phénomènes de sécheresse, etc., parce qu'elles sont très réduites. Et milieu agricole, c'est les effets de la mécanisation agricole qui a eu des impacts à long terme sur ces populations. On travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture, avec les exploitants agricoles, pour trouver des solutions qui permettent de maintenir cette faune. Et ça se passe bien, justement, dans ce travail de collaboration? Se connaître, pour se comprendre, pour s'apprivoiser un tout petit peu, mais en tout cas, quel est le cadre réglementaire? On constate quand même une bonne volonté. Je ne dis pas qu'on avance toujours très vite, mais en tout cas on avance, ça c'est sûr. Et la priorité pour 2022, alors pour vous, du coup Il y a toute une longue liste de priorités. Vraiment, une des choses importantes, c'est de continuer de soutenir la connaissance. Assez souvent, on a tendance à vouloir passer dans l'action, ce qui est évidemment indispensable, mais l'action ne peut se faire que quand on a un état de connaissance qui est bon et une évaluation qui est régulière.
Donc le soutien à la connaissance, c'est absolument primordial. Et à partir de là, encore une fois, on a des habitats qui sont fragiles, a fortiori dans un contexte de changement climatique global. Et il faut protéger des espaces, protéger les marges autour de ces espaces et agir avec les acteurs du territoire qui interviennent dessus. Et justement, vous parlez de connaissances, mais une des missions donc, de l'association, c'est aussi de faire de la pédagogie au grand public, essayer de transmettre les bons gestes pour protéger au mieux la faune sauvage. C'est ça. En fait, on fait de la pédagogie qui est ciblée. Ça peut être de la pédagogie envers le grand public. C'est souvent nos bénévoles qui sont très nombreux et qu'on remercie. On est 750 adhérents à peu près. Donc ce sont souvent nos bénévoles qui interviennent, qui informent les gens, qui les sensibilisent. Et après, on a d'autres niveaux de pédagogie. Alors envers les institutions, mais de manière générale, maintenant les collectivités sont très au courant. Mais on va plutôt agir sur les acteurs du territoire, ceux qui exploitent les ressources. Je parlais de la Chambre d'agriculture, mais on intervient aussi les entreprises, non ? Auprès des entreprises, auprès des syndicats forestiers. Cette année, l'année 2021, on a beaucoup travaillé avec le comité régional de conchyliculture pour des questions de prédation des goélands sur les moules. Donc voilà, on intervient avec les acteurs qui ont besoin de nous, puisque la loi biodiversité a renforcé la nécessité de protéger cette biodiversité. Les acteurs sont contraints, mais c'est une bonne chose. Mais ils ne savent pas vraiment toujours comment prendre les choses en main. Et nous, on peut aussi devenir ornithologue. Vous nous formez du bénévoles. Ah oui, si on veut s'y mettre. Mais pour l'ornithologie, on a lancé en 2012 une formation à l'ornithologie, qui est une formation assez engageante, qui est payante, mais qui attire beaucoup de monde. Et on est surpris, depuis 2012, de voir le nombre de personnes s'y intéresser et qui a considérablement augmenté visiblement suite à la crise Covid. Ah oui ? Les gens ont été obligés de rester chez eux ou de se déplacer Il y a des profils particuliers de nordistes, du coup, qui se dégagent ? Eh bien, pas du tout. Au début, on avait plutôt un profil de personnes qui étaient de jeunes retraités, qui venaient un peu rattraper du temps perdu ou des choses comme des passionnés, rêves, voilà. Par la nature. Ouais. L'envie d'être dans la nature. C'est ça. Et de plus en plus, on a un public très mixte, qui s'est beaucoup féminisé, d'ailleurs très étonnant, mais c'est un des effets de la formation ornitho, et c'est très bien surtout. Mais le public est très mixte. On a des personnes très jeunes, 13, 14 ans, des personnes âgées, et puis des personnes en activité. Eh bien, rapprochez-vous à la maison du groupe ornithologique et naturaliste du nord de la France, si vous êtes passionné, si ça vous intéresse. Merci. Merci pour Marie. votre discours bien clair et pédagogique. Vous restez avec nous, bien sûr, pour le bon plan écolo de Nour. Et ce soir, on se met à l'upcycling. Nour, traduction s'il vous plaît pour commencer. Alors littéralement, cela veut dire recycler vers le haut. On optimise des objets trop vieux, abîmés, cassés pour les rendre plus fonctionnels, plus modernes. L'idée, c'est de créer du neuf avec du vieux. Donc l'idée, c'est de ne pas simplement réparer l'objet de base. C'est ça, non, justement. C'est autre chose. Exactement. On peut s'amuser à le transformer, à détourner l'objet obsolète et lui attribuer de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être très éloignées de celles auxquelles il est destiné à la base. Par exemple, changer une théière écaillée en pot de fleurs ou une vieille planche de skate qui devient une étagère. Alors les experts, eux, peuvent même s'essayer à transformer un téléphone vintage en lampe. On peut... oui, pas mal. Ouais, exactement. Moi, je suis pas encore du tout à ce niveau-là. Moi, c'est plus les vieux jeans troués, par exemple. On peut les découper, les transformer en jupe, en short. Et les chutes, elles, peuvent même servir pour d'autres choses, comme des housses de coussins en patchwork ou des trousses. Bref, laissez parler votre créativité. Donc c'est une pratique créative, mais qui a surtout, c'est pour ça qu'on en parle ce soir dans ce magazine, un impact écologique. Exactement, c'est pas juste de l'art. Alors parce que bien sûr, en réutilisant, on évite la création d'un nouveau produit et donc on économise l'énergie et les matières premières qui auraient été nécessaires pour le fabriquer. Et toujours en ne jetant pas ces vieux objets, on évite du gaspillage, on réduit notre production de déchets, tout simplement. Alors si je veux m'y mettre demain, concrètement, comment je fais ? Alors si vous ne savez pas par où démarrer, eh bien il y a de nombreux tutoriels
tutos en ligne, des tutoriels qui permettent, après on peut les adapter assez facilement aux objets qui traînent chez vous et que vous hésitiez peut-être à jeter. Et si vous avez besoin de plus d'aide, il y a des associations aussi et des marques de la région qui sont spécialisées dans l'upcycling. Oui, il y en a de plus en plus, hein, c'est vrai. Exactement, comme à Lille par exemple avec les recoupettes, on peut y apprendre à coudre pour donner une seconde vie par exemple à ces vieux vêtements, fabriquer des éponges à partir de t-shirts usés ou même faire des bijoux en matériaux recyclés. Et pour celles et ceux qui souhaitent apprendre, eh bien vous pouvez les contacter pour un cours à 10 € de l'heure. Moi je trouve ça plutôt raisonnable, sachant que... Ça fait une petite activité. Exactement, ouais. Et on vous y accompagne si vous n'y connaissez rien. Et si on n'est pas du tout manuel, est-ce que vous avez une petite solution? Il y en a toujours, exactement. Bah là, tout simplement, on achète upcyclé. Alors chez Int, par exemple, une marque lancée il y a 1 an à Marc-en-Barœul, eh bien, ils créent des objets du quotidien 100% français, parfois locaux quand ils y arrivent, recyclés. On y trouve par exemple une planche à découper en bois conçue à Roubaix à partir de chutes de chêne français, ou à Calais aussi. Il y a une boutique de vêtements en tissu recyclé qui a ouvert l'été dernier, boulevard Gambetta. Ça s'appelle l'effet clochette et c'est du prêt-à-porter féminin. En tout cas, sachez que tout peut être upcyclé et que tout le monde peut le faire. Comme on dit déjà, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, c'est vieux comme le monde. Et voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Demain, comme chaque mardi, eh bien, nous parlerons entreprise et nous irons à la rencontre du groupe de gestion de biens immobiliers Sergic.